Alors d'abord, ce que c'est que la liberté d'expression, il faut bien comprendre qu'on est toujours, peut-on tout dire? Non, on ne peut pas tout dire. D'accord. Les insultes ne sont pas couvertes. Si je dis Monsieur Benoît est un sale con, c'est une insulte, ce n'est pas couvert par la liberté d'expression. Si je dis il a violé une petite fille ce matin, c'est de la diffamation, ce n'est pas couvert par la liberté d'expression. Si quelqu'un met un revolver sur la tempe de Monsieur de Benoît et que je dis tire, ce n'est pas couvert par la liberté d'expression parce que c'est une incitation à une action immédiate illégale. Tout ça doit être bien compris parce que sinon on rentre dans la confusion. Si par contre je dis Monsieur de Benoît est un homme de droite, ce que je ne dirais pas, je ne pense pas, ça on peut considérer ça comme une opinion. Par exemple, j'ai été présenté dans l'annonce électronique comme un guerrier chomskien, mais je ne suis pas guerrier, je ne suis sûrement pas chomskien. Parce que s'il y a une phrase de Voltaire que j'apprécie, et ça il l'a vraiment dit, il a dit il y a des mahométans et des chrétiens, mais il n'y a pas d'euclidien ni de newtonien. Là où il y a un savoir véritable, il n'y a pas de secte. Et pour moi, ça s'applique à tout le monde, aux marxistes, aux freudiens, aux lacaniens, aux bourdieusiens, aux de Benoîtiens, si ça existe. Mais je ne veux pas de termes de style chomskien pour me caractériser, extrême droite, fasciste, bon, ça c'est banal, mais je veux dire, ça je vois ça tout le temps. Mais donc je voulais préciser ce terme-là. Mais alors, donc, ce que la liberté d'expression couvre, c'est des idées générales sur les sciences, la philosophie, les religions, les pseudosciences, l'histoire, les cultures, les races éventuellement, etc. Si on veut utiliser ce terme. Les groupes ethniques, les différences entre les hommes et les femmes, que sais-je. Ça, ce sont les idées générales, et c'est là que, effectivement, l'idée de la liberté d'expression telle qu'elle a été développée par Robespierre, par exemple, pour ne pas toujours dire que c'est une idée américaine, telle qu'elle a été développée par Voltaire, qui a été développée par Mill aussi, qui était en anglais, depuis le 18e et le début du 19e siècle, porte là-dessus que l'État ne doit pas réglementer les opinions des gens dans cette question-là. Et la loi de 72, qui évidemment paraît très bien intentionnée, qui pourrait souhaiter inciter à la haine raciale, évidemment, personne ne souhaite inciter à la haine raciale. Le problème, c'est que c'est vague. Qu'est-ce que c'est exactement la haine? À partir de quand est-ce qu'on considère que c'est une haine raciale? Et le problème principal, selon moi, c'est qu'on a donné à des associations qui se sont autoproclamées dans leur statut comme défendant, luttant contre le racisme, le droit de poursuivre ou d'initier des poursuites devant les tribunaux contre les gens qui auraient, comment dirais-je, incité à la haine raciale. Alors je ne peux pas faire un exposé abstrait sur le fait, et ça c'est une réflexion qui a été faite par tous les défenseurs de la liberté d'expression depuis des décennies, c'est que ce genre de loi mal faite ouvre la porte à l'arbitraire, et alors évidemment, dès qu'on a l'arbitraire, on tombe dans le deux poids deux mesures, on tombe effectivement dans l'arbitraire, etc. Et la liberté d'expression n'est plus. Alors j'ai donné un certain nombre d'exemples dans mon livre, je vais aller assez vite, je ne vais pas tout citer parce que sinon ça prendrait trop de temps, mais par exemple, l'animateur radio Daniel Mermet, de là-bas si j'y suis, maintenant il a son émission en dehors de la radio, mais longtemps il a animé une émission à la radio, a été poursuivi parce qu'il avait passé des messages qu'il avait laissés sur son répondeur, donc les gens pouvaient laisser des messages sur son répondeur, c'était des messages qui étaient considérés comme trop anti-israéliens. Ce sont des critiques du gouvernement israélien, peut-être excessives, ça je n'ai pas entendu que tous les propos sur tous les gouvernements étrangers étaient modérés en France, et quand il s'agit des Russes, des Syriens, des Iraniens, etc. Mettons que c'était excessif, mais il a été poursuivi pour incitation à la haine raciale alors qu'il n'y avait rien à proprement parler. Il n'a d'ailleurs pas été condamné. Vous avez Morin, Nahir et Salna, donc Edgar Morin est assez connu, il y a d'ailleurs, parce que mon éditeur c'est Lerne, il y a un cahier Morin qui vient de sortir chez eux, je fais un peu de publicité pour Lerne. Donc c'est quand même quelqu'un de relativement respectable, et il a été poursuivi aussi parce que dans Le Monde, ils ont écrit un article où ils ont, le thème toutes les citations dans mon livre, mais le thème de l'article, c'était comment se fait-il qu'un peuple qui a tant souffert peut devenir un bourreau à son tour, parlant des juifs israéliens, et ils ont rappelé cette phrase sans l'attribuer, cette phrase célèbre de Gaulle dans son discours en 67 sur le peuple dominateur et sûr de lui, qui était retourné dans sa terre ancestrale. En 67, De Gaulle a fait un discours une conférence de presse plutôt après la guerre des 6 jours, et il a eu cette phrase, évidemment, qui lui a été reprochée. Je signale au passage, puisqu'il y a des Français dans la salle, que ce qu'il a dit, il a parlé d'un peuple d'élite dominateur et sûr de lui, et d'après son fils, il aurait bien voulu pouvoir dire la même chose des Français. Bon, le peuple d'élite. Donc,
il ne voyait pas ça négativement du tout. De nouveau, procès, etc. Alors, le dessinateur Ciné, qui est quand même quelqu'un qui a fait toutes les provocations possibles et imaginables, je n'ai pas amené le dessin, mais par exemple, il y a un dessin où on le voit avec une nonne en train de se masturber avec un crucifix dans le vagin. Bon, si vous êtes très chrétien, moi ça ne me dérange pas, mais si vous êtes très chrétien, vous pouvez trouver ça choquant. Il a simplement recopié un article de Libération qui disait que le fils de Sarkozy, Jean Sarkozy, allait se marier avec l'héritière des magasins Darty, qui apparemment est juive, et qu'il allait se convertir au judaïsme. C'était littéralement comme ça dans Libération. Il a recopié ça, et il a terminé en disant « Il ira loin dans la vie, ce petit ». D'accord? C'est pas excessif. Il a été poursuivi, expulsé de Charlie Hebdo, qui est le grand journal de la liberté d'expression. Il était expulsé de Charlie Hebdo, il était traîné au tribunal. BHL est venu témoigner contre lui, disant voilà, Finkielkraut a été témoigné d'ailleurs contre Mermet. Tous ces gens qui défendent la liberté d'expression, il faut voir ce qui se passe quand ce sont leurs adversaires qui sont poursuivis. Alors, vous avez ces exemples-là, mais je prends des exemples avec délibérément plutôt à gauche. Pourquoi? Parce que souvent, c'est la gauche qui... Et c'est tout le temps le problème que j'ai avec mes petits camarades, si on peut dire, bien que ce ne sont pas des camarades, mais qu'ils sont tous à dire « Oui, mais c'est important de combattre le racisme, de combattre le fascisme, etc. Il ne faut pas laisser passer ça. » Mais en fait, ça leur tombe dessus parce que c'est les mêmes lois qui sont utilisées. Maintenant, le mouvement boycott des investissements en sanctions, je crois que la France est le seul pays où c'est illégal même d'en parler. Et ça, c'est le résultat de la... peut-être avec Israël, je ne sais pas, mais c'est le seul pays où il est impossible maintenant même de faire de la propagande pour le boycott d'Israël. Je veux dire, c'est assez surréaliste. Il y a eu le boycott de l'Afrique du Sud, il y a le boycott de toutes sortes de pays. BHL a appelé à boycotter les Jeux Olympiques en Chine. Comment dirais-je, la maire de Lille a appelé à boycotter le Mexique quand il y avait une Française qui était retenue. Enfin, je veux dire, les boycotts, ça, sans parler des sanctions unilatérales faites par les États contre Cuba, contre l'Iran, contre la Syrie, etc. Mais le simple fait de parler de boycotter Israël, ça, c'est devenu interdit, de nouveau, toujours avec ces mêmes lois. Alors évidemment, mais je pourrais prendre Le Pen pour ne pas donner l'impression que je m'intéresse uniquement à la liberté. Moi, je n'applique pas ce que j'appelle le principe Hitler-Staline, qui est de critiquer la liberté d'expression quand il s'attaque aux gens de mon camp, parce que j'appelle ça le principe Hitler-Staline, parce que c'est comme le fait remarquer Chomsky, Hitler et Staline étaient aussi pour la liberté d'expression, pour les opinions qu'ils partageaient. Tout le monde, les papes, les imams, tout ça, ils sont tous pour la liberté d'expression du moment qu'on est d'accord avec eux. Mais évidemment, le problème du test de la liberté d'expression, c'est que les gens avec qui on n'est pas d'accord. Le Pen, par exemple, a été condamné de nombreuses fois, mais il a été condamné un jour parce qu'il a dit en France, au moins, l'occupation n'était pas particulièrement inhumaine. Je ne vais pas vous citer un texte, mais il y a un livre pour agrégé d'histoire qui dit exactement, pratiquement la même chose, qui dit l'occupation varie d'après les pays, elle est très dure dans les pays de l'Est, etc., très dure avec les Slaves, beaucoup moins en France. Donc, où est la grande différence? Ça se discute. Et alors, évidemment, c'est clair qu'on tombe dans l'arbitraire parce que la parole humaine est tellement souple, la pensée humaine est tellement souple qu'on ne peut pas caractériser vraiment ce que sont ce genre de délits. Et on arrive évidemment... Alors, il faut aussi voir ce qu'on peut dire de l'autre côté, quoi. Parce qu'il y a des tas de propos qu'on peut juger tout aussi choquants, en fait, à mon avis, beaucoup plus choquants que ceux qui sont poursuivis, mais qui ne sont pas poursuivis, qui sont parfaitement légaux. Par exemple, Oriana Fallaci, qui était cette journaliste italienne légèrement hostile à l'islam, a écrit un livre qui s'appelle La rage et l'orgueil. Et dans La rage et l'orgueil, elle dit les musulmans se multiplient comme des rats. Alors, je ne vous conseille pas de dire ça dans d'autres groupes humains. Je ne vous conseille pas de dire ça dans un groupe de juifs, par exemple, qui se... je sais pas, les juifs, certains juifs religieux qui ont beaucoup d'enfants, qui se multiplient comme des rats. Je ne vous conseille pas ça du tout. D'ailleurs, quand Badiou a écrit un livre où il a parlé de Sarkozy, de quoi Sarkozy est-il le nom, il a parlé de l'homme au rat, qui est un personnage chez Freud, immédiatement, Pierre Assouline lui est tombé dessus en disant, voilà, parler de rat pour les êtres humains, 42, les juifs, la guerre, etc., etc. Alors, les heures les plus sombres de notre histoire qui lui retombent dessus, alors que Oriana Fallaci, elle a fait ça. Et quand elle a fait ça, je me rappelle très bien, j'étais à Paris, il y avait la couverture de l'Express, c'était la femme qui ose défier l'islam. D'accord? Alors, c'est quand même quelque chose. Elle a été poursuivie, mais évidemment, ça n'a mené à rien. Madame Gedge, qui était une membre de l'UMP, au Quai d'Orsay, a dit qu'avant l'arrivée de Sarkozy, le Quai d'Orsay était une maison bourrée d'Arabes déguisés. Bon. Où est dire ça? Vous connaissez probablement les mésaventures de Dieudonné, je ne dois pas les rappeler. Après son sketch chez Fogiel où il a fait une imitation d'un colon israélien, mais l'humoriste Gaspard Proust, par exemple,
quand il se moque devant Ardisson, qui éclate de rire, il se moque du fait qu'Israël colonise les territoires occupés. Parce qu'il dit, pour coloniser, il faut accaparer des ressources. Et il dit coloniser la Palestine, à moins d'être fasciné par les Mercedes des années 60, le sable et l'huile d'olive. Ah ah ah, tout le monde rigole. Donc on peut rire des colonisés, mais pas des colonisateurs. Claude Sarraute, par exemple, que vous connaissez sans doute, déclare à Europe numéro 1, regardez-nous les Juifs, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah. On l'a vendu partout, on est couvert d'argent, on est vraiment plus fort que vous. Et elle dit, j'ai dit ça à des Arméniens parce que ces cons-là, ils ont eu la même chose et tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est de s'asseoir par terre dans la rue. Alors si on peut dire ça, moi je ne sais pas ce qu'on ne peut pas dire. Hein. Je ne sais pas très bien ce que Dieudonné a dit de pire que ça. Bon. Évidemment, ces deux poids, deux mesures, et je reviendrai à ça à la fin, n'échappent pas aux gens qui sont victimes de ces deux poids, deux mesures. Il y a une vidéo que vous pouvez trouver sur le net qui est probablement faite par des musulmans, j'imagine, sur la liberté d'expression en France, où vous voyez Ardisson, d'abord devant Jamel Bourras, qui, si je ne me trompe, est un judoka, qui dit, mais enfin, pourquoi vous voulez insulter les musulmans, etc. Mais il dit, vous comprenez, c'est la liberté d'expression, on ne peut pas faire d'autocensure, c'est impossible, etc., de se restreindre. Alors, il dit, pourquoi insulter les gens pour le plaisir, ça n'a pas de sens, etc. Bon. Et non, censure, etc. Et puis, il y a Dieudonné qui vient, et enfin, le clip est montage de 2 séquences, et vous avez Dieudonné, et devant Dieudonné, il dit, mais enfin, pourquoi vous avez fait ce sketch chez Fogel où vous êtes moqué d'un colon israélien? Vous devez vous excuser, parce qu'on a tué, on a déporté des Juifs, on les a mis dans la chambre à gaz pendant la guerre. Bon. Où est la logique? Évidemment, ces deux poids, deux mesures sont tout à fait visibles. Je donne beaucoup d'exemples. Par exemple, il y a un livre de Paul-Éric Blanc-Rue qui s'appelle Le monde contre soi, qui est un ensemble de citations anti-judaïques, antisémites, antisionistes. C'est livré en vrac de toutes sortes d'auteurs célèbres, etc. Et il y a eu 2 éditions. Une édition à la maison d'édition Blanche, avec une préface de Yann Moix, que vous connaissez peut-être parce qu'il officie, si on peut dire, à On n'est pas couché, et qui était aussi le bras droit de BHL, qui travaillait à la règle du jeu. Donc c'était préface absolument politiquement correcte. Enfin, tout était... L'auteur, Yann Moix, Blanc-Rue, pardon, a été invité au salon du Leibrit, qui est une organisation juive, communautaire juive. Ça, c'est la première édition. Et puis, il a été réédité par la maison d'édition de Soral, Contre-Culture, dont vous connaissez probablement Alain Soral, donc extrême droite, antisémite, etc. Et le livre a été interdit. Mais c'est le même livre. C'est le même livre, sauf qu'il n'y avait pas la préface, probablement. Mais je veux dire, le contenu du livre, c'est quand même pas la préface, c'est le livre. Je veux dire, ça montre l'arbitraire total dans lequel on tombe. Alors, si la loi, dont je veux... Comme je ne veux pas prendre trop de temps, je vais passer à la loi Guesso. Tu dis? Tu dis? Il y a le temps. Il y a le temps, oui. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps, je vais passer à la loi Guesso, qui est la loi qui condamne assez lourdement les gens qui contestent les crimes contre l'humanité, en gros, qui ont été jugés au tribunal de Nuremberg, donc le tribunal qui jugeait les criminels nazis après la guerre. Et donc, autant je trouve que la loi Pleven est vague et elle permet les abus, le problème de la loi Guesso, c'est qu'elle est extrêmement spécifique. Elle ne couvre pas, par exemple, vous pouvez dire que quand l'Allemagne a envahi l'Union soviétique, c'était purement défensif. Elle se défendait contre une invasion probable de l'Europe par l'Union soviétique. C'était la thèse des Allemands à l'époque, et vous pouvez défendre ça, vous ne serez pas poursuivi. Mais si vous mettez en question, en pratique, c'est l'histoire des chambres à gaz dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination. Si vous mettez ça en question, alors là, vous êtes poursuivi, et assez lourdement. Les gens peuvent être condamnés à des années de prison pour ça. En Europe, ailleurs en Europe, ça va jusqu'à 12 ans de prison en Allemagne, pour donner un exemple extrême, mais qui est réel. Alors évidemment, là, c'est un tout autre cas de figure, ce qui se passe. C'est que, par exemple, vous avez un monsieur que vous connaissez sans doute, qui était à l'époque le numéro 2 du Front National, qui était Bruno Gollnisch. Maintenant, apparemment, il a beaucoup d'ennuis, même au Front National, mais Bruno Gollnisch, à un moment donné, a fait une conférence de presse sur d'autres sujets que l'histoire des chambres à gaz. On lui a posé une question, et il a dit en gros, je n'ai pas le texte exact parce que je n'ai pas la transcription, j'ai des transcriptions de journaux, mais il a dit en gros que les historiens devaient être libres d'étudier le sujet et pas sous la menace d'une loi d'inspiration communiste, etc. Parce que Guesso, qui a fait la loi, était membre du Parti communiste. Bon. Et donc, il a dit ça,
Il a été suspendu pendant 5 ans d'enseignement dans son université. Il a été poursuivi, condamné. C'est remonté, là je suis nickel, c'est remonté à la Cour de cassation. La Cour de cassation a cassé sans renvoi. Donc normalement, une Cour de cassation renvoie vers une cour inférieure pour qu'on rejuge. Ils ont dit tout ça, ça ne tient pas debout. Allez vous faire foutre. Ils ont dit ça, enfin, ils ont ça en termes plus juridiques. Mais c'était très net. La Cour de cassation, là, a été très nette. Mais il a fallu aller jusqu'à la Cour de cassation. Et bien sûr, la Cour de cassation n'a pas cassé les sanctions administratives dont il avait été l'objet à l'intérieur de son université. Donc, ça montre quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Or, il n'a rien dit de négationniste, comme on dit, ou de révisionniste, parce qu'il a seulement dit que les historiens doivent être libres. Et il a donné des arguments en faveur de cette liberté. Mais moi, quand j'ai étudié le dossier, enfin, j'ai pas étudié le dossier directement des chambres à gaz, mais j'ai étudié ce qui pouvait se dire là-dessus. Et je dois dire que, bon, on me présentait comme Chomsky. Ce qui est vrai, c'est que mon intérêt dans cette affaire vient du fait que, à l'époque où l'histoire des chambres à gaz a commencé, c'était bien avant la loi Guesso, c'était en 80, c'était avec l'affaire Forisson. Donc Forisson est le principal révisionniste ou négationniste, il n'y a jamais un mot qui satisfait tout le monde, donc je vais utiliser les deux, qui était, si vous voulez, qui a écrit des articles dans Le Monde contestant donc l'existence des chambres à gaz et pour lesquels il a été poursuivi. Et à l'époque, il a été condamné de façon très, très bizarre. La première condamnation en première instance était coup-ci, coup-ça, mais la deuxième était tout à fait favorable à Forisson. Elle a dit essentiellement il est libre, on n'a pas trouvé de mensonges dans ce qu'il dit, etc. Mais il a résumé ses conclusions d'une façon qui était blessante pour les survivants, donc il est condamné. Donc on retombait dans l'arbitraire le plus complet. Et tant que les révisionnistes s'exprimaient plus soigneusement, on va dire, en faisant attention à ne pas blesser les gens, soi-disant, ils pouvaient s'exprimer librement jusqu'à la loi Guesso, qui alors après, évidemment, il n'y a plus de discussion, puisque c'est seulement illégal de contester ce genre de choses. Alors, moi, je me suis intéressé à ça parce qu'à l'époque, Chomsky avait écrit un texte sur la liberté d'expression qui est très très bon, que vous trouvez d'ailleurs dans un cahier de Lerne qui a aussi été publié aux éditions de Lerne sur Chomsky. Et dans ce cahier, on a mis le texte de Chomsky qui est très très bon, mais qu'il avait donné à un ami de l'époque, qu'il a mis après comme préface d'un mémoire en défense de Forisson. Mémoire en défense que Forisson avait remis au tribunal pour se défendre dans un de ses procès. Et ça a fait une tempête. Et ça, c'est vraiment le caractère religieux de l'affaire. C'est ça que je n'aime pas. Moi, j'aime pas le fanatisme. En fait, c'est ça fondamentalement. Moi, j'ai un libre penseur, j'aime pas le fanatisme. Et on reviendra avec ça à la propagande de guerre. Oh, c'était du fanatisme. Parce que quand il y a eu l'affaire Chomsky-Forisson, et je ne parle pas de Forisson, moi, je ne m'intéressais pas à Forisson. Je me suis intéressé à Chomsky, je suis revenu des États-Unis, j'ai essayé d'en parler. C'était impossible d'en parler. Maintenant, les temps ont changé, mais je parle des années 80-90. C'était impossible d'en parler, dans tous les... Même de linguistique, à la limite, c'était presque impossible d'en parler. Et il y a eu si vous voulez vous intéresser, par exemple, il y a un livre que je trouve vraiment extraordinaire, enfin, vous le trouvez sur le web, qui s'appelle Réponse inédite à mes détracteurs parisiens, où Chomsky publie des lettres qui n'ont pas été publiées par des journaux français comme Le Matin, Le Nouvel Observateur, j'ai oublié exactement lesquels, mais qui ont été publiés de façon tronquée ou qui n'ont pas été publiés du tout, une interview à Libération qui n'a pas été publiée, etc. Et il répond à ses détracteurs à travers ce texte, et le seul éditeur qu'il trouve, c'est Spartacus. Spartacus était un éditeur anarchiste très marginal, que probablement personne ne connaît, mais c'était le seul qui a accepté de le publier. Donc personne, alors que le New York Times est le plus grand intellectuel vivant, on peut être d'accord ou pas, mais je veux dire, ailleurs, dans d'autres pays, il n'avait pas de problème pour être publié, mais en France, c'était impossible d'en discuter sereinement. Or, Chomsky n'avait rien fait, Chomsky n'avait jamais nié, n'avait jamais rien fait de révisionnisme, négationniste. Il avait fait un texte sur la liberté d'expression, c'est tout, qui est tout à fait dans l'esprit de ce que je suis en train de développer. C'est lui qui m'a influencé, évidemment, c'est dans ce sens-là. Mais je trouvais que là, on voit pourquoi les choses ont de l'importance. C'est-à-dire qu'on voit déjà pourquoi les choses ont de l'importance. C'est-à-dire qu'à cause de cette affaire, qu'on a monté en épingle, qui on a fait énormément de publicité, qu'on a fait énormément de publicité, ça n'a pas poursuivi, on a aussi fait ce qu'on appelle les censures secondaires, ou la pente glissante, c'est-à-dire, de facto, on a été poursuivi, mais de facto, il est devenu quelqu'un dont on ne pouvait plus parler. Alors, évidemment, pour enfoncer un peu le clou, je vais quand même citer ce que disent les orthodoxes. Par les orthodoxes, je veux dire les gens qui ne contestent pas l'existence des chambres à gaz, qui sont des historiens, respectueux, etc. Vous avez Arnaud Meyer. Et donc, c'est pour contraster, par exemple, avec Denis, avec Chomsky.
Arnaud Meillet, qui est un historien, professeur à Princeton, très à gauche, qui a écrit un livre qui s'appelle en français La solution finale dans l'histoire, plus de 90, à la découverte. Donc rien de suspect, etc. Mais il dit, à propos des champs à gaz, donc l'objet du débat de production, de condamnation, les sources de champs à gaz sont rares et peu sues. On n'a jusqu'à présent découvert aucun ordre écrit prescrivant nommément les gazages. De connaissances se fondent sur les dépositions des fonctionnaires nazis et leurs exécutants lors des procès d'après-guerre et sur les souvenirs des survivants. Ces sources doivent faire l'objet d'une critique attentive parce que leur valeur peut dépendre de facteurs subjectifs très complexes. Les sources comportent incontestablement un grand nombre de contradictions, d'obscurités et d'erreurs. Il dit aussi que de 42 à 45, les gens qui sont morts de causes naturelles sont plus nombreux que les causes non naturelles, c'est-à-dire celles par le gaz, et il dit on ne sait pas estimer combien de gens sont morts de façon naturelle et non naturelle. Alors, en 91, bon, je ne vais pas vous citer tous les exemples, mais en 86, Klarsfeld, qui est le grand chasseur de nazis, Serge Klarsfeld, le père d'Arnaud, annonce l'apparition d'un livre d'un certain Pressac. Pressac était un pharmacien qui s'était rapproché de Faurisson, qui s'en était éloigné, et écrit un livre, disons, justifiant l'existence des chambres à gaz d'une certaine façon, que je ne connais pas les détails de ce livre, mais il est présenté comme le livre, en 86, Klarsfeld dit c'est le livre qui a présenté la preuve des preuves de l'existence des chambres à gaz. On lui dit, il n'y avait pas encore de vraies preuves. Il y avait des débuts de preuves qui embarrassaient les Faurissoniens, mais ils ne les avaient pas encore réduits au silence. 40 ans après Nuremberg et 4 ans avant la Révolution, on dit qu'on a le début de preuves. C'est sérieux, parce que le truc de Guesso, c'est de dire qu'on ne peut pas contester Nuremberg, mais c'est ce que fait. C'est possible, parce qu'on a besoin de plus de preuves sur les preuves à Nuremberg. Alors, ce Pressac, bon, il a publié ce livre, et puis après, bon, moi j'ai pas lu le livre, mais j'ai lu une interview qu'il a faite après à Valérie Gounet. Valérie Gounet, c'est quelqu'un qui a fait une histoire du négationnisme en France, et des livres sur Faurisson, qui est vraiment tout à fait hostile à Faurisson. Mais elle a fait une interview de Pressac qu'elle a publiée, et qui est assez étonnante, parce que, par exemple, Pressac dit 95% du zircon livré aux Juifs c'était employé à l'épouillage des vêtements des époux, si vous voulez, et 5% maximum servait à expulser les Juifs, au contraire de Hilbert, qui est le grand historien de l'Holocauste, au contraire de ce qu'il dit. Alors, pour ce qui est des chiffres, il dit le coefficient multiplicateur émotionnel pour le nombre de morts dans les camps varie de 2 à 7 et en moyenne de 4 à 5. Cette moyenne s'applique parfaitement aux Juifs. Le coefficient multiplicateur de 2 à 7 et de 4 à 5. Si c'est pas de réviser nous, je ne sais pas si c'est de réviser, il me dit, j'ai rien dit pareil, sur qui n'a rien dit pareil, etc. Il n'a jamais été poursuivi. Évidemment, il n'a pas été poursuivi parce que c'était le cheval blanc qui a terrassé les Faurissoniens avec son livre. Puis après, quand il fait des déclarations à la fin de sa vie, parce qu'il est mort en 2003, à Valérie Gounet, il dit des choses à tomber par terre. Mais il y a d'autres historiens, par exemple, Van Pelt, qui est un historien d'architecture spécialiste d'Auschwitz, dit 99% de ce que nous savons, nous n'avons pas en fait des éléments physiques pour le prouver. Moi, est-ce qu'on peut dire des choses pareilles? Je veux dire, et Guesso lui-même, il dit aussi des choses tout à fait extraordinaires, parce que Guesso dit, il dit, si j'attends la preuve, donc la preuve de l'existence de genre, soit faite par les historiens d'une manière, d'une évidence telle que cela fera sourire les jeunes étudiants et ainsi de suite, quand on dirait que ça n'a pas existé, mais si entre-temps on s'est servi de cette négation pour justifier de nouveaux crimes, quelle sera la responsabilité des États et des gouvernements et des parlements? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'il attend la preuve des bâtiments à Nuremberg? Sa loi dit qu'on ne peut pas contester Nuremberg contre la preuve de Nuremberg, il faut savoir ce qu'on veut. Si on n'a pas de preuve à Nuremberg, c'est qu'on peut savoir ce qu'on veut. Et donc, quand il dit ça en plus, c'est une naïveté politique inimaginable. Et c'est nouveau le côté absolument irrationnel et religieux de la chose. Parce qu'il ne peut quand même pas imaginer qu'on va attaquer Israël. Le seul pays, soi-disant, qui va attaquer Israël, c'est l'Iran, soi-disant des armes atomiques qui ne vont pas construire, dont on n'a aucune preuve qu'ils vont les construire, et à qui on impose des sanctions sans armes pour qu'ils construisent. Alors ils vont attaquer parce qu'ils ont lu Faurisson. Il ne faut pas exagérer. S'ils attaquaient de façon nucléaire Israël, l'Iran n'existe plus après 2 heures. Il est atomisé par les armes israéliennes. Ils en ont dans les sous-marins, ils peuvent les tester de façon imaginable. Même si l'Iran a les armes atomiques, c'est impensable qu'ils attaquent Israël. Absolument pas. Et si on part, ils ont lu Faurisson, c'est comment ils ont pas Faurisson. Il y a un moment donné où le ridicule de toute l'affaire
dépasse l'entendement. Et on ne va pas faire une loi en France en croyant que ça va impressionner les Iraniens. Tout ce que ça impressionne les Iraniens, c'est de dire, si vous faites ce genre de loi, d'ailleurs les Iraniens, Ahmadinejad l'a tout le temps dit, vous pouvez nier l'existence de Dieu, vous pouvez être des prophètes, vous ne pouvez pas ouvrir la boîte mail de l'Holocauste. C'est pas, les gens, les laïcs français se ridiculisent face aux mollahs iraniens. Parce que les mollahs iraniens, on leur donne un argument. Et j'ai déjà rencontré souvent cet argument. J'ai déjà parlé avec, moi je parle avec tout le monde, des voyages, et quand je parle à l'étranger, par exemple, de ces questions-là, ils disent oui, mais vous êtes laïcs, vous ne croyez pas en Dieu, mais le cause ne peut pas en parler. Et évidemment, on ne peut pas en parler. C'est un argument qui affaiblit évidemment la position de la libre pensée ici. Alors, quelle importance? Ben, bon, j'ai déjà mentionné le jet contre Chomsky, mais même sans parler de Chomsky, il me semble qu'il y a au moins deux problèmes. L'un, c'est que ça renforce, c'est le sommet de l'iceberg, évidemment. Je ne parle pas des articles refusés dans les journaux, des conférences annulées, des salles refusées, enfin des tas de trucs. Il est intéressé au sommet de l'iceberg, les poursuites pour pure délire. Il n'y a pas un acte, on n'a frappé personne, on n'a acheté personne, on n'a pas mis un sacré. D'accord? D'ailleurs, moi, si j'étais Dieudonné, je fais un sketch, voilà, vous êtes au palais de justice de Paris, les malfrats qui arrivent, et les policiers disent qu'est-ce qu'il a fait? Ah, celui-là, il a braqué une banque. Et le suivant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit une petite vieille. Et le suivant, ben, il a contrôlé un appartement. Il y a un petit vieux qui arrive, c'est Périsson, on dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a contesté le tribunal de Nuremberg. Ah bon, je voudrais voir la tête. Bon, je veux dire, c'est un truc qui est religieux. Et alors, évidemment, ça a un effet sur la politique étrangère, d'abord sur la Palestine. Ça, c'est évident. C'est un débat que j'ai tout le temps avec mes amis pro-palestiniens. Je ne me considère même pas comme pro-palestinien. Je dis simplement que tant qu'ils n'acceptent pas de lutter pour la liberté d'expression ici, ils n'avanceront pas et ils n'avancent pas. Je ne peux pas dire que la cause avance, je ne peux pas dire qu'ils ont des succès, il n'y a rien. D'accord? Maintenant, ils peuvent même plus défendre le BDS, on les fait des investissements en sanctions. Et en Belgique, quand Dieudonné est venu, bon, il y a deux événements. Une fois qu'il est venu, on l'a poursuivi, on l'a condamné à 2 mois de prison ferme. Il rentre en Belgique, il va en prison. Bon, il en rappelle, mais il y a eu 2 mois de prison ferme pour un sketch dans Rendez-vous Jésus. Vous pouvez voir Rendez-vous Jésus sur le web et vous trouvez que ça mérite 2 mois de prison. Et il est venu une autre fois en Belgique, et ça c'était avant les attentats, on a invoqué une alerte terroriste de niveau 3 sur l'échelle qui va jusqu'au 4. Donc quand il y a eu les attentats en mars, c'était le niveau 4. D'accord? Et Dieudonné, c'était le niveau 3. Donc quand on est retombé à 3, moi j'ai dit, bon maintenant on est au niveau Dieudonné, spectacle de Dieudonné. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le spectacle est interdit, les gens rentrent chez eux, il n'y a pas le moindre incident. Il n'y a pas le moindre incident. Il n'y a rien. Trouble à l'ordre public. Mais quel trouble à l'ordre public? Un spectacle n'est pas en soi un trouble à l'ordre public. À cause des lois antiracistes, ils peuvent poursuivre a posteriori. Mais a priori, ils ne peuvent rien faire, ça n'a aucun sens. Et c'est dans la Constitution belge qu'on ne peut pas interdire de façon préalable un spectacle. Évidemment, sinon tout ça est interdit. Et donc la façon de tourner, donc il y a un groupuscule qui fait pression, qui permet de tourner la Constitution, de se moquer de la Constitution, de se moquer aussi des mesures antiterroristes réelles, parce qu'évidemment, moi je crois que le terrorisme est un vrai problème, mais pas le spectacle de Dieudonné. Et on arrive à ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous croyez que les défenseurs des droits de l'homme allaient la voix? Les défenseurs des libertés, les pro-palestiniens, les laïcs? Personne. Personne. Moi, je voudrais prendre Jean Bricmont a donné énormément d'exemples concrets. Moi, je voudrais prendre les choses sous un angle plus général, peut-être un peu plus lointain, mais qui peut donner un autre éclairage. Bon, d'abord, il ne faut pas se faire d'illusions. En tout temps, et sans doute en tout lieu, il y a toujours eu une idéologie dominante. Et comme disait le camarade Karl Marx, l'idéologie dominante, c'est toujours l'idéologie de la classe dominante. Et par conséquent, en tout temps et en tout lieu, la classe dominante a essayé de faire taire ceux qui la contestaient d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est qu'à l'époque moderne, on est rentré dans une société où l'idéologie des droits de l'homme a pris une importance de plus en plus grande, qui n'a pas été le cas tout de suite. Pendant longtemps, on les invoquait de manière un peu rituelle, et disons que depuis, grosso modo, les années 1970, les droits de l'homme sont partis.
Régis Debray a pu dire que c'était la nouvelle religion civile de l'Occident. Et il se trouve que les droits de l'homme, qui en France ont été constitutionnalisés, comme vous le savez sans doute, et notamment dans la Déclaration universelle de 1948, garantissent expressément la liberté d'expression. Je n'ai pas en tête les numéros des articles, mais enfin, c'est facile de s'y reporter. Or, nous voyons bien que la liberté d'expression est très inégalement répartie. Jean a donné un certain nombre d'exemples, on pourrait en donner certainement beaucoup d'autres, mais je crois que je n'ai pas à prêcher longtemps pour convaincre tout le monde que la liberté d'expression n'existe pas, ou très peu, dans notre pays, et sans doute dans d'autres également. Alors je dirais plus précisément que la liberté d'expression aujourd'hui, elle est restreinte de trois manières différentes, ou à trois niveaux différents, comme vous préférez. Il y a d'abord la sanction légale, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont on sait qu'elles tombent sous la loi, sous le coup de la loi, je veux dire, et automatiquement, sauf beaucoup de chance, automatiquement vous valent d'être déféré devant les tribunaux, qui peuvent vous condamner parce que c'est un motif de condamnation. Ça, c'est le domaine légal. Il faut remarquer d'ailleurs que, d'une manière générale, ces dispositions légales, l'expérience et la jurisprudence montrent qu'on en donne une interprétation qui est toujours plus extensive. Les tribunaux n'ont pas tendance à essayer de restreindre le champ d'application, mais au contraire de l'étendre le plus possible. Ça, c'est important. La deuxième chose, la deuxième limite, c'est toutes sortes d'affirmations, d'opinions, qui ne tombent pas expressément sous le coup de la loi, mais qui sont mal vues par l'idéologie dominante. On appelle aujourd'hui souvent la pensée unique, et il est exact que c'est moi qui ai, pour la première fois, employé ce terme, qui ensuite a connu un joli développement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous n'allez pas vous retrouver devant les tribunaux, mais vous allez avoir des ennuis. Vous aurez du mal à faire publier vos livres par un grand éditeur, vous aurez du mal à faire accepter vos livres dans un grand média, à être invité à des émissions de radio ou de télévision sur des médias qui comptent, etc. Donc vous allez progressivement mis de côté, sorti du cercle de raison, comme dit Alain Minck, ostracisé, si vous voulez. Alors, bon, il y en a qui s'en trouvent très bien, qui considèrent que c'est le prix de la liberté, et puis après tout, par des petits réseaux, on peut toujours survivre, se faire publier par des éditeurs de marge, etc., etc. Et tant qu'on ne franchit pas certaines limites, bon, on ne va pas en taux. Mais il est évident qu'on s'expose néanmoins à un certain nombre de problèmes. Il y a un troisième niveau, plus subtil, dont on parle rarement, c'est l'autocensure. Or, à certains égards, je dirais même que psychologiquement, l'autocensure, c'est peut-être pire que la censure. Parce que, pour se protéger, par précaution, préventivement, on va s'abstenir de dire des choses qui peut-être seraient passées dans l'indifférence si on les avait exprimées. Donc on va en faire encore plus, si vous voulez, et ça va s'ajouter. Donc vous avez ces trois strates. Hein. L'interdiction légale, tribunaux, les propos mal vus, qui vont vous marginaliser, et puis éventuellement le facteur de l'autocensure qui peut jouer lui aussi. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire par ailleurs sur la liberté d'expression? D'abord, je n'aime pas beaucoup le terme, ça va peut-être vous surprendre, liberté d'expression. Parce que expression, c'est quelque chose de très vague, très très vague. Ça peut couvrir un petit peu n'importe quoi, et immédiatement, les gens y faisaient allusion, il y a des limites dans la liberté d'expression. Hein. Je ne peux pas dire, moi non plus, que Maria Poumier dirige un réseau mafieux de mères porteuses, ou que Jean Bricmont a assassiné sa belle-mère avant-hier, etc. Il y a forcément ce genre de limites. C'est pourquoi, personnellement, je préférerais dire liberté d'opinion.
Liberté d'opinion, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer librement sur tous les sujets en exprimant des opinions, bonnes ou mauvaises, bien entendu, mais également exprimables. Et que la liberté d'expression ou la liberté d'opinion ne peut pas avoir de limite, en tout cas pour ce qui est des opinions. Parce que sinon, on est comme dans le système des gens qui nous disent « moi je suis tout à fait contre la peine de mort ». Bon, sauf évidemment contre telle et telle catégorie, bon, ça veut dire en fait, ils sont contre la peine de mort. La liberté d'opinion, c'est la même chose. Ça ne se partage pas, et comme disait Rosa Luxembourg, qui est citée, je crois, par Jean dans son livre, je n'ai plus la citation en tête, mais en substance, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, ça vaut d'abord pour les opinions qu'on déteste, celles qu'on trouve les plus abjectes, les plus répugnantes. C'est celle-là. Ça n'a pas de mérite, évidemment, à défendre les opinions avec lesquelles on est d'accord. C'est peut-être une banalité de dire ça. Malheureusement, l'expérience m'a bien souvent appris m'a bien souvent montré qu'il y a bien des défenseurs de la liberté d'expression qui ne seraient absolument pas prêts à défendre la liberté d'expression de leurs adversaires au cas où ces adversaires seraient empêchés de s'exprimer librement. Je crois qu'il faut bien se pénétrer de ce principe. Si vous êtes pour la liberté d'expression, est-ce que vous seriez prêt à vous battre pour que puissent s'exprimer les gens que vous détestez le plus, qui n'avaient pas le droit ou la possibilité de le faire? Enfin, la liberté d'expression, c'est un principe qui, du fait même de sa généralité, ne se confond absolument pas avec la question de savoir qui a tort, qui a raison, qui dit la vérité, qui fabule, qui complote, qui ment. On ne défend pas la liberté d'expression de quelqu'un qui n'en bénéficie pas au motif qu'il a raison. On peut penser qu'il a raison, ou qu'il a tort. On défend sa liberté d'expression parce qu'il n'en bénéficie pas de cette liberté. Ça, c'est un principe, à mon avis, très fort et extrêmement important. Car là aussi, l'expérience montre que bien souvent, on dit « oh, tel est la liberté d'expression » parce qu'il dit la vérité. C'est pas ça le problème. Peut-être qu'il dit la vérité, peut-être qu'il est complètement à côté de la plaque. Il doit pouvoir s'exprimer parce qu'il n'a pas la possibilité de s'exprimer. Donc, pour bien cerner le concept de liberté d'expression ou d'opinion. J'ajouterai un point qui en là est plus personnel, c'est que personnellement, je ne suis pas convaincu par l'idéologie des droits de l'homme et par conséquent, je ne fais pas de la liberté d'expression un droit, ce qui distingue de différents courants de pensée qui défendent à juste titre la liberté d'expression et parfois la liberté d'expression intégrale, parce que j'estime, comme il est écrit par la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'on ne respecte pas, que c'est un droit. Moi, je ne pense pas que les êtres humains aient des droits. Je pense qu'ils ont des libertés, et que ces libertés, ils doivent les conquérir, les garantir, les perpétuer politiquement, et non pas en alléguant une philosophie du droit qui me paraît tout simplement fausse, mais c'est un autre sujet. Remarque également, parce qu'on cite souvent l'exemple des États-Unis, le premier amendement, on peut tout dire aux États-Unis. Oui, on peut dire certainement beaucoup plus en France, mais on n'échappe pas à la zone numéro 2 que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire vous pouvez dire absolument tout, je réponds tout. Mais si vous dites certaines choses qui sont très mal vues par l'idéologie dominante, ben, vous éditerez votre petit fanzine en chambre, vous le distribuerez autour de vous, ou vous le mettrez sur Internet, vous n'accéderez pas aux grandes universités, aux grands médias, aux grandes maisons d'édition, etc., etc. Donc la liberté de principe n'explique pas la fin de l'ostracisme, et là je crois qu'il ne faut pas rêver, ça n'impliquera sans doute jamais. Il y aura toujours une idéologie dominante. Alors, maintenant les limites. On en a parlé, la diffamation, l'injure, encore que l'injure. Il faut voir, il y a évidemment des cas particuliers
sans doute, le cas de secret d'État, de secret diplomatique, secret militaire, secret concernant la recherche et l'innovation. En temps de guerre, puisqu'on parle en temps de guerre, il peut être nécessaire à un État qu'on ne sache pas que tel régiment fait mouvement dans telle région et qu'il soit interdit de le dire dans les journaux aussi. À mon avis, on n'est plus là dans la liberté d'expression ou d'opinion. C'est un cas très particulier, mais on peut éventuellement en parler. Ce qui est intéressant, c'est justement, parce que ça on n'en a pas encore dit un mot, ce qui est intéressant c'est de voir comment les grands principes sont tournés. Aujourd'hui, la liberté d'expression, je le répète, est proclamée. Déclaration des droits de l'homme, etc. Or, elle est tournée. Quels sont les procédés qui sont utilisés? Procédés politiques, procédés juridiques qui permettent de faire condamner légalement par les tribunaux des gens qui disent « mais je ne fais que faire usage de ma liberté d'expression qui m'est garantie par tel ou tel texte », ils sont quand même condamnés. Comment ça se fait, ça? Comment c'est possible? Quels sont les ressorts juridiques qui sont étudiés? Là, je pense qu'il faudrait faire une étude assez spécialisée là-dessus. Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'on invoque pour tourner les garanties de la liberté d'expression? Quels sont les outils que l'on emploie? Il y a aussi d'autres aspects qui pourraient servir de sujet de réflexion. Il y en a un, Jean en a parlé, c'est la façon dont on a donné la possibilité juridique à des groupes, des associations, de circonstances ou non, de se porter partie civile en justice au nom d'une représentativité qui n'est jamais démontrée. Les associations noires, les associations musulmanes, les associations juives, les associations catholiques, que sais-je, et qui vont généralement argumenter sur une base qui, du point de vue, là aussi, de la philosophie du droit, pose des problèmes extraordinaires, c'est-à-dire la subjectivité du sentiment. Un tel a dit quelque chose, je trouve ça blessant. Je trouve ça blessant pour moi, qui rentre dans la catégorie à laquelle il s'en est pris. Il y a là une sorte de désir d'institutionnalisation ou de sanction juridique d'une subjectivité qui, par définition, étant subjective, est tout à fait arbitraire et qui peut ouvrir la voie, alors là, à des dérives absolument immenses. Et cela vaut aussi bien par les associations les plus connues, qu'on désigne parfois sous l'aimable nom de Ligue de vertu, que les associations de l'autre bord. Oui, il existe, comme vous le savez sans doute, une association d'extrême droite qui s'appelle La Griffe et qui poursuit en justice les gens qui ont blasphémé, qui ont tenu des propos anticatholiques, antichrétiens, que sais-je. Je ne fais aucune différence entre ces types de démarches. C'est toujours la même chose, au nom d'une appartenance, en s'estimant offensé, blessé, déstabilisé, traumatisé, que sais-je, on va engager des poursuites qui vont restreindre la liberté d'expression. Il y a aussi un autre point très important, je crois aussi, c'est la manière dont on gomme, et on le voit bien dans la jurisprudence, l'écart qui existe entre la parole ou l'écrit et les actes. La manière dont un écrit est pris comme incitation à. J'aime pas les Arabes équivaut maintenant à une incitation à la ratonnade. Et on pourrait donner évidemment beaucoup d'autres exemples. Or, je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement malsain, qui là aussi ouvre la porte à beaucoup de dérives. Ce ne sont jamais les mots qui tuent, contrairement au refrain
à la rengaine. Hein, il y a des mots qui tuent, monsieur. Non, les mots ne tuent jamais. Hein, il y en a qui sont désagréables à entendre, mais ce qui tue, c'est les gens qui tuent. Ce n'est pas les mots. Hein. Et avec ce genre de pathos lyrique, ben évidemment, on criminalise les mots. Et à partir du moment où on commence à criminaliser les mots, eh ben, la liberté d'expression en prend très sérieusement en coup. Cette abolition de la différence entre les mots ou les écrits et les actes me fait penser à des procédés que je trouve tout aussi contestables, qui consistent à faire porter à des auteurs historiques le poids d'événements dont ils seraient responsables, alors qu'on ignore évidemment quelle aurait été leur attitude s'ils avaient été vivants au moment où ces événements se sont produits. Pour les deux exemples très simples, Jean-Jacques Rousseau et la Révolution française. Les anti-rousseauistes se sont déchaînés pendant des siècles pour apprécier ou critiquer les écrits de Jean-Jacques Rousseau, qu'ils n'avaient en général pas lus, au motif que ça serait lui le responsable de la guillotine, de la terreur, etc. On a fait le même schéma avec Karl Marx et le Goulag. Hein. Il a écrit ce qu'il a écrit, Le Capital, les écrits de jeunesse, etc. Et puis tout ça, ça a fini, vous savez comment, avec le communisme soviétique, le stalinisme, etc., etc. Je trouve que tout cela, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Mais c'est un petit peu le même, le même procédé. J'en disais tout à l'heure qu'on est devant une attitude qui est très souvent religieuse. Je crois qu'il a raison. Je pourrais élargir peut-être en disant que nous sommes devant une attitude éminemment morale. Le droit d'expression, la vie politique elle-même sont restreints au nom d'une conception morale qui repose sur cette idée que tous ces gens qui tiennent des propos inconvenants, incorrects, hors normes, au fond, c'est pas bien. C'est pas bien. Et à côté, il y a la parole dominante, seule légitime, qui est la parole du bien, de l'empire du bien. C'est Jean Baudrillard, je crois, qui disait « Méfiez-vous toujours des gens qui vous volent du bien ». C'est au nom du bien qu'on fait généralement surgir le plus le mal. Et ça se retrouve d'ailleurs, du point de vue de la philosophie du droit, avec l'évolution de la chose juridique vers une chose qui est de plus en plus morale. Hein, alors que le droit, à l'origine, n'avait pas grand-chose à voir avec cette conception de la morale, même s'il avait beaucoup à voir, au contraire, avec l'équité. Mais l'aspect religieux, oui, il existe, et il ne faut pas oublier d'ailleurs que la racine, finalement, enfin la racine, l'un des premiers exemples les plus typiques de la chasse aux pensées non conformes, c'est quand même bien l'Inquisition. Hein. Alors, vous savez qu'on s'empoigne beaucoup sur le nombre de victimes de l'Inquisition, immense pour certains, beaucoup bien moindre pour d'autres, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est le mécanisme sur lequel ça repose. Car ce que les inquisiteurs reprochaient à leurs victimes, ce n'était pas d'agir dans tel ou tel sens, de s'opposer à tel ou tel pouvoir, c'était de penser mal, de ne pas avoir une pensée conforme. Et là, on voit bien le premier embryon de cette chasse à la pensée non conforme qui s'épanouit aujourd'hui dans le cadre d'une société de marché obéissant au pouvoir des juges et n'ayant plus pour régulateur que les mécanismes impersonnels du contrat juridique et de l'échange marchand. Voilà ce que je voulais dire pour apporter une petite contribution à ce débat dont, encore une fois, ce qu'on pourrait en dire le plus fort, c'est qu'il ne devrait même pas avoir besoin d'exister.